Alors on va voir les sujets philo 2019, la série S, le premier sujet de dissertation. La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain? Analyse du sujet très sommaire, on voit tout de suite un paradoxe. On a d'un côté le mot pluralité qui évoque qu'il y a une profusion, qu'il y a une quantité, qu'il y a un nombre et donc on imagine bien que ce nombre peut avoir tout et son contraire, peut avoir des antagonismes. Dans les cultures, il peut y avoir des cultures opposées, des valeurs opposées, etc. Et puis on a le mot unité. Et donc le paradoxe, il est assez simple. Comment la pluralité peut devenir unité? Unité du genre humain, pluralité des cultures. Après, il y a un mot un peu technique, c'est le mot obstacle. Fait-elle obstacle? Qu'est-ce que ça signifie faire obstacle? Est-ce que ça combat? Est-ce que la pluralité des cultures combat l'unité du genre humain? Est-ce que ça empêche? Est-ce que cet empêchement dépend de nous, de la volonté des hommes, des lois humaines? Ou est-ce que c'est un empêchement quasiment mécanique, mécaniquement de fait, parce qu'il y a plusieurs cultures humaines, alors c'est très dur de tomber d'accord, de se mettre d'accord et de sentir une fraternité du genre humain. Alors, comment traiter ce sujet? À chaque fois, la méthode, on la connaît bien en philosophie, il faut peser le pour et le contre et essayer de dépasser l'alternative qui sera un peu caricaturale pour arriver à une sorte de synthèse qui est en fait un dépassement des deux pôles de l'alternative. Donc, essayons de penser le oui à cette question. La pluralité des cultures fait-elle l'obstacle à l'unité du genre humain? L'enjeu, déjà, il faut quand même le dire, c'est un enjeu concernant la guerre, concernant les migrants, concernant la xénophobie. Hein, c'est des enjeux très profonds. Si on ne peut pas ressentir l'unité du genre humain, on va être dans l'intolérance, on va être dans le rejet de l'autre, on va être dans la colonisation, dans la guerre, dans l'exploitation de l'autre et dans l'infériorisation des autres cultures. Donc on voit bien que l'enjeu, il est vital. Et c'est important en philosophie de ne pas commencer à cogiter à vide, genre on flotte dans quelque chose de trop cérébral. Il faut ancrer ça dans un enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va pouvoir arriver à une paix universelle, carrément, hein? Est-ce qu'on va pouvoir dépasser nos différences culturelles pour arriver à se mettre d'accord sur des grands enjeux, notamment un des enjeux du XXIe siècle, l'enjeu concernant l'écologie, mais d'autres enjeux aussi. Alors, oui, posons le oui et essayons de le radicaliser. Oui, la pluralité des cultures fait obstacle à l'unité du genre humain. Bon, c'est assez facile de le démontrer. Très simplement, on peut commencer par l'opinion commune, elle est toujours de bon augure puisque la philosophie consiste à critiquer l'opinion commune qu'on appelle en grec la doxa et il faut un peu déjà l'exposer. Donc oui, évidemment, des cultures différentes, des façons de vivre, des façons de manger, des façons de se comporter socialement. Quand c'est différent tout ça, eh bien évidemment, on n'arrive plus à se comprendre, tout simplement. Ça nous renvoie au mythe de Babel, la confusion des langues. Les êtres humains, dit le mythe, parlaient tous la même langue, donc ils arrivaient à travailler ensemble. Et leur arrogance commune, l'arrogance de l'unité du genre humain, a poussé les êtres humains à vouloir dépasser les dieux en érigeant une immense tour qui côtoyait les cieux. Et Dieu, voyant cela, a décidé de confondre les langues, de démultiplier les langues. On n'a pas pu tomber d'accord, donc les langues et la culture, il y a un lien à faire et à poser vraiment avec ça. On n'a pas pu donc se comprendre et notre immense projet d'égaler les dieux s'effondre et les êtres humains se dispersent sur la surface de la Terre ne pouvant tomber d'accord. Ce mythe, on pourrait y voir une connotation négative à ce mythe, c'est-à-dire que la pluralité des cultures nous empêche de travailler ensemble au-delà de nos frontières, au-delà de nos territoires, au-delà presque de nos quartiers. Donc on voit qu'il y a un morcellement des êtres humains, de l'unité humaine, à travers cette pluralité. On peut radicaliser ce oui en disant que même lorsqu'on croit nous comprendre, même lorsqu'on tombe d'accord sur des grands accords internationaux, voilà, avec des bons traducteurs, avec des facilitateurs qui nous apprennent par exemple la culture chinoise pour que des entrepreneurs puissent négocier avec des entrepreneurs chinois, des entrepreneurs français, voilà. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle l'interculturel. Et bien même là, il y a vraiment un gap qu'on ne peut pas franchir, on n'arrive pas à tomber d'accord, on n'arrive pas à comprendre vraiment l'autre. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas un être de nature, exclusivement de nature, c'est d'abord un être de culture. Et l'humus dans lequel on grandit, hein, le terrain, le bain culturel dans lequel on grandit, la langue que l'on parle, fait notre façon de penser, fait notre façon de réfléchir aux problèmes. Et donc c'est plus profond que de ne pas être poli dans la culture de l'autre ou d'avoir les bonnes manières. C'est beaucoup plus profond, c'est des visions du monde qui s'affrontent. On pourrait vraiment peser
accepter cette hypothèse-là. Après, dans la deuxième partie, il faut répondre non au sujet. Et c'est très dur parce qu'on va devoir se contredire soi-même. Alors pour ne pas que ça soit vraiment violent, que mon oui radical à la question devienne un non, je vais utiliser cette arme secrète, cette arme magique qui doit absolument être présente dans votre dissertation de philosophie. C'est l'arme même de la philosophie. Ça s'appelle, vous l'avez deviné, roulement de tambour, le point d'interrogation. C'est grâce à un questionnement de votre affirmation, vous remettez en doute, vous remettez en cause, et là on voit bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans ce qu'on vient d'affirmer. On vient de dire que la pluralité est un danger pour l'unité du genre humain et que même si on arrivait à tomber d'accord, la culture reste quelque chose qui sépare les êtres humains. Oui, mais est-ce que la culture ne rassemblerait pas aussi les êtres humains? Et est-ce que le fait d'avoir une gourmandise pour la culture de l'autre, une envie de les comprendre, est-ce que c'est pas justement un pont, même s'il est fragile, même si je ne maîtrise pas totalement la culture de l'autre, est-ce que c'est pas un premier pas pour essayer de comprendre l'autre dans son humanité et pas simplement dans son économie, dans son argent, dans ses ressources et du point de vue purement de la loi. On pense à la conquête de l'Ouest. Les êtres humains venant d'Europe arrivent, se servent dans ce territoire extrêmement riche, extrêmement vaste et méprisent totalement les cultures autochtones, les cultures indigènes. Et évidemment, la réparation aujourd'hui, il y a beaucoup de sensibilité par rapport à ce thème, les nations premières, et évidemment, le fait de vouloir apprendre leur culture, comprendre leur culture, il y a des ponts, même durant la conquête de l'Ouest, des ponts qui ont été faits, je pense à Las Casas pour la conquête de l'Amérique du Sud, il y a des individus qui essayent d'être ces ponts-là, des ponts culturels. Et du coup, quand on accède à la culture de l'autre, il y a un immense respect. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que malgré des dieux différents, malgré des façons de vivre différentes, il y a une réalité humaine commune. Il y a les mêmes larmes, il y a la même souffrance quand l'autre part, il y a la même peur de l'avenir, il y a la même peur de la nuit, il y a la joie de l'amitié, il y a l'ivresse de l'amour. Les proverbes du monde entier se rassemblent. Et donc on comprend à travers la disparité des cultures, cette apparence trompeuse, on comprend que l'être humain, viscéralement, il est connecté à quelque chose de commun. Et on le voit d'ailleurs dans le voyage, on pourrait faire dans cette deuxième partie un hymne au voyage. Voyager en fragilité, pas voyager dans des circuits touristiques tout faits où finalement on ne rencontre pas les autres et on reste devant les mêmes piscines avec les mêmes palmiers en plastique, mais vraiment voyager, accéder à la culture de l'autre, même un tout petit peu, c'est une sorte d'ouverture dans notre âme, double. Une ouverture parce que j'apprends quelque chose d'autre, donc je peux remettre en cause ma propre culture. On peut revoir un peu Montesquieu comme ça, les lettres persanes et autres. On peut revoir Rousseau dans l'Émile. Il y a vraiment tout un hymne philosophique à l'idée que accéder à la culture de l'autre, c'est remettre en question sa propre culture. Toutes les utopies philosophiques fonctionnent comme ça. Je pense un monde futur pour critiquer la société actuelle. Je pense un monde idéal pour critiquer notre monde qui est loin d'être idéal. Et donc, l'autre me sert de miroir pour ma propre culture. Et le deuxième effet de tout ça, évidemment, c'est que malgré les différences, je me rends compte d'un lien profond connecté à l'émotion et connecté à la raison. Je crois qu'un hymne à la raison se prête avec ça, et ça sera notre troisième partie. Dans la troisième partie, pour dépasser l'alternative oui-non, pour sortir de cette aporie, de cette absence de chemin, ce qui est toujours bon et toujours payant en philosophie, c'est de faire un hymne à la philosophie. C'est de dire qu'il faut être philosophe. Ça marche à tous les coups. Alors, il y a trois sous-parties à mettre, on monte graduellement. Mais au bout du compte, flatter le correcteur en disant que la philosophie c'est formidable et en disant que être philosophe est la solution à tous nos problèmes, c'est quand même très positif. Je suis un peu cynique et critique parce que, vous le verrez peut-être ailleurs, si vous tapez méthode Voyout, je critique un peu cette épreuve qui est un peu factice. Mais ça, c'est un autre chapitre, regardez ma méthode Voyout. Donc, on va finir par la philosophie. Soyons philosophes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépassons les apparences et comprenons que la culture, finalement, est une sorte de façon nécessaire, une façon de vivre ensemble qui n'est pas décrétable. On ne décrète pas que l'on va être de telle et telle culture. Et donc finalement, il y a une sorte de déterminisme culturel. Il suffit de grandir dans une famille donnée et dans un endroit donné pour avoir la langue de l'endroit, la religion de l'endroit, les croyances de l'endroit. À un moment,
Seule la différence des cultures me permet de remettre en question mon propre apprentissage culturel. Je l'ai esquissé dans la deuxième partie, mais là on peut aller encore plus loin. Finalement, la pluralité des cultures m'incite à devenir philosophe, à remettre en question mes propres préjugés. Voyager, c'est bien lorsqu'on voyage à travers les champs, à travers les frontières, mais le voyage doit être aussi intérieur. Il s'agit de découvrir, de s'émerveiller des choses qu'on a apprises et qu'on peut remettre en question par cette force qui est le point d'interrogation. Alors, du coup, la culture est une immense école, enfin, plutôt l'apprentissage de la culture de l'autre est une immense école à la tolérance. Freud disait d'ailleurs ça en ce sens, il disait là où on travaille pour la culture, on travaille contre la guerre. Et cette phrase est très belle, ça montre en fait que il y a quelque chose de fondamental dans l'être humain, des pulsions qui sont communes, un inconscient qui peut être commun. Mais il y a aussi quelque chose qui peut les unir, c'est l'idée qu'en développant la culture, on développe finalement l'humanité de l'homme. L'humanité de l'homme n'est pas la nature de l'homme, c'est la capacité qu'il a de sublimer ses passions les plus violentes, ses pulsions, pour accéder à quelque chose où la raison peut triompher. Descartes disait la chose la plus partagée dans le monde, c'est la raison humaine. Et à chaque fois qu'on voit des colloques internationaux ou des scientifiques du monde entier avec des cultures différentes tombent d'accord, on voit qu'il y a une immense puissance de paix à travers cette idée-là, cette idée que derrière toutes les cultures différentes, il y a une même raison humaine. La capacité de raisonner n'est pas colorée culturellement. La sensibilité, le bien, le mal, oui, c'est coloré, la morale est colorée, mais pas la capacité de raisonner, de penser que 2 plus 2 égale 4. Dans toutes les cultures, ça fonctionne. Et de penser finalement que si je suis absolument détestable avec l'autre, il a raison d'être détestable avec moi. Ça existe dans toutes les cultures. Il y a donc une sagesse humaine, la sagesse de la raison elle-même, qui transcende toutes les cultures et qui permet d'arriver à une profonde unité. Seule la philosophie nous permet d'accéder à ça au sens large. Voilà pour la question série S, première dissertation 2019.